Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et nous avons le plaisir aujourd'hui d'être accueillis par Tony Gomez ici dans ce magnifique restaurant chez Laurent en plein cœur de Paris, au lieu évidemment des décideurs politiques et économiques. Alors qui dit changement de lieu dit aussi changement de décor, vous le voyez derrière moi, mais pas changement d'objectif puisque nous continuons à vous raconter ces parcours inspirants, à vous livrer également ces analyses pertinentes qui permettent de comprendre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Et pour ce faire, justement, j'accueille Jean-Marc Rouet. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, Jean-Marc Rouet. Vous êtes président de Brittany Ferries. Oui. Qu'on ne présente plus, tout le monde connaît, j'imagine, Brittany. Pas certain, mais beaucoup. Compagnie maritime bretonne et normande. Le siège est en Bretagne, elle est en Bretagne, mais on a une grosse activité sur la Normandie. Voilà, qui assure la liaison entre la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne et le Portugal. Le Portugal, c'est une déclinaison de nos lignes, mais on n'a pas de toucher portuaire en Portugal. D'accord, voilà, c'est précisé. Alors, on va parler de Brittany Ferries, du transport maritime, mais on va d'abord parler de vous, c'est le principe de l'émission. Jean-Marc Rouet, vous êtes agriculteur de formation. Moi, ce qui m'intrigue, c'est votre parcours. Comment est-ce que vous êtes passé de la terre à la mer, sachant que vous avez toujours les pieds sur terre, si je puis dire? D'abord, parce que toutes les fonctions que j'ai eues depuis 1991, la date d'installation tourne autour de la terre, enfin de mon métier de producteur de légumes. C'est du maraîchage de plein champ en Bretagne Nord, dans le Finistère. Et donc je suis aussi président de coopérative de recherche depuis 1999. Et c'est à cette occasion et par ce lien que j'ai connu le président fondateur de la compagnie Brittany Ferries, qui s'appelait donc Alexis Govanet, qui est décédé en 2007. Et atteint d'une maladie bien connue, le cancer de la prostate. Il était un peu en difficulté fin 2006 et il m'a demandé si j'accepterais de l'accompagner pour assurer certains rendez-vous qu'il aurait du mal, du fait de sa difficulté de mobilité, à assurer. Donc j'ai dit oui, et quand il est décédé le 19 février 2007, donc quelques mois après m'avoir fait élire vice-président. Vous l'avez accompagné combien de temps avant de prendre... J'étais administrateur depuis 2003 et vice-président donc 3 mois avant son décès, donc pas très longtemps en fait. Comment est-ce que, parce que vous étiez toujours agriculteur pour le coup, comment est-ce que vous arriviez à concilier, parce que c'est un métier extrêmement chronophage? Vous avez réussi à mener de front Ouais, je vais pas vous dire que c'était simple, c'était extrêmement compliqué, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu la chance de pas avoir eu de difficultés de santé et tout, c'est quand même important aussi, parce que ça peut arriver dans le parcours humain. Bien sûr. Et pour le coup, j'avais déjà quand même une connaissance de la responsabilité, puisque j'étais président de coopérative depuis 1999. Et alors, c'est pas la même population de gens qui vous entourent, puisque ce sont des agriculteurs, mais quand ils ont envie de vous dire les choses, ça passe à peu près pareil. Voilà, on est face aux éléments, en tout cas, ça forge le caractère. Complètement. On parle du caractère breton, j'imagine que... Léonard, c'est pire encore, paraît-il. Paraît-il. Je suis pas le meilleur témoin. Alors, on va parler de Brittany Ferries, croissance forte. Le nombre de passagers explose. Alors, le nombre de passagers, notre chiffre d'affaires explose surtout. Le nombre de passagers, il revient un peu à la normale de ce qu'il était avant la crise Covid et le Brexit, puisque nous, on a vécu une double crise qui se sont mis en application, si on veut, ou qui ont existé en même temps, puisque le Covid démarre, comme tout le monde, le 17 mars 2020, avec le confinement, mais le Brexit tombe le 1er janvier 2021. Donc, en plein Covid, puisque nous, le Covid, ça a duré 2 ans, puisque les voyages de tout visiteur britannique sur le territoire de l'Union européenne ne sont réouverts que le 27 février 2022. Donc c'est-à-dire quasiment 2 ans jour pour jour. Donc on revient, c'est surtout le chiffre d'affaires qui a fortement grimpé. Avec Christophe Mathieu, mon directeur général, avec qui je forme je pense, un très bon binôme, en tout cas nous on le considère. On a fortement axé notre développement sur la prestation justement Brittany Ferries, nous sommes sur la périphérie du marché. Le gros du marché, c'est le détroit du Pas-de-Calais qui représente 80 à 90% des volumes.
Sauf que sur notre petite part de marché, si on veut, ou notre part minoritaire, nous développons une offre qui est complètement différente, qui est due à la géographie. Le timing de nos lignes est beaucoup plus long. On navigue en moyenne en 6 heures. Donc, ce qui veut dire que pour les traversées de nuit, on doit proposer quelque part une capacité de repos, c'est-à-dire des couchettes, de l'hôtellerie, et en même temps, on doit être capable, que ce soit en récit de jour ou de nuit, de proposer de la restauration. Pour le coup, dans notre projet, et même avant nous, c'est la restauration de très haut niveau. On sera jamais étoilé, puisqu'on change d'équipage, on change donc de chef tous les 8 jours, puisque les équipages sont renouvelés tous les semaines. Mais je n'ai aucune honte, en tout cas, à dire ce que je dis là, puisque c'est la réalité. On a des tables de restaurant et des mets et de la préparation qui sont à des niveaux très très élevés. Et alors, les lignes longues, c'est-à-dire entre l'Europe et la République d'Irlande, ou entre l'Angleterre et l'Espagne, ou maintenant entre l'Espagne et la République d'Irlande, en fait, là, la marque Brittany Ferries, le concept, le millefeuille de métier de Brittany Ferries s'exprime à plein, puisque là, on a boutique, bar, restaurant, viennoiserie, sandwicherie, jeux vidéo, on a tout s'exprime à bord, et pour le coup, on a un temps assez long, puisque si vous faites un Portsmouth Bilbao, vous naviguez pendant 26 heures. Donc voilà. Donc c'est ça qui a fortement fait croître notre chiffre d'affaires et en même temps nos investissements dans ce qu'on appelait le report modal et l'autoroute de la mer, puisqu'il y a qu'une seule autoroute de la mer a existé sur l'arc atlantique, c'est-à-dire qui contourne tout le territoire de la France pour acheminer les véhicules industriels vers la Grande-Bretagne et qui part de la péninsule ibérique. Il se trouve que cette autoroute ferroviaire, elle est propre à Brittany Ferries. Parce que c'est pas que du transport de passagers, c'est aussi du fret. Ah oui. C'est aussi, une grosse c'est 20. Alors, ça n'est que 20% de notre turnover, mais je peux pas me passer de 20% de mon turnover. Alors, transport, on parle forcément de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Hein. J'imagine que le maritime est aussi impacté. On en parle peut-être moins que l'aérien, alors que finalement, c'est le même. Alors, j'explique ça parce qu'on est rentré dans les dispositifs réglementaires un peu plus tard que les autres. Mais ça s'explique. 85 à 90% des marchandises qui sont ici autour de nous ont été transportées à un moment par la mer. Donc le poids des marchandises transportées dans le monde, c'est 85-90% par bateau. Or, c'est moins de 3% des émissions de CO2. Donc l'urgence, j'ai envie de dire... Pardon ? Même ratio que l'aérien, finalement. Ah, je connais pas le ratio là. C'est à peu près 3%. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'urgence n'était pas vraiment là. Donc, résultat des courses, c'est rentré un petit peu dans un second temps. Et surtout, par contre, le transport maritime a d'abord été réglementé par des outils de réglementation au bénéfice de la santé publique, puisque nous étions les derniers consommateurs du fioul lourd, si on veut. On a connu les centrales thermiques au fioul lourd qui fabriquaient de l'électricité. Bon, tout ça aujourd'hui n'existe plus. Et le shipping, donc on a commencé. Alors, c'est vrai que quand on émet au milieu de l'océan Indien, au milieu de l'océan Pacifique, au milieu de l'océan Atlantique, des émissions d'oxyde de soufre, bon, ça n'a pas forcément d'impact sur les humains des côtes françaises. Mais pour nous, les bateaux à passagers, et vous avez suivi l'actualité, notamment à Marseille, par exemple, très concrètement, oui, ça a un impact. Donc, chez Brittany Ferries, on a engagé un plan depuis 2015, de filtration de fumée. Donc, tous les bateaux qui n'étaient pas capables d'être, d'être capables de changer, de passer, ou bien sur lesquels on n'allait pas les remplacer, on a mis des filtres à fumée. On a été les seuls à le faire. Donc on filtre tous les oxydes de soufre sur la quasiment totalité de nos flottes, et les bateaux qui étaient dans une programmation, alors ceux-là dans une programmation de renouvellement, on les a fait passer au gasoil qui est beaucoup moins émetteur que le fioul lourd, mais parce que on n'allait pas mettre des fils comme on avait l'intention de les changer. Donc et en 2018 on a commandé 3 navires, puis en 2020 2 de plus. Aujourd'hui ces bateaux sont tous livrés. Les premiers sont donc au gaz naturel liquéfié, ils n'émettent plus du tout d'émissions d'oxyde de soufre, ils émettent 80% de moins d'oxyde d'azote, plus du tout de particules fines. Donc c'est vraiment un objectif santé publique, parce que ça n'a aucun effet, c'est pas des gaz à effet de serre. D'accord. Mais comme on accoste dans des ports où les villes sont quasiment, et vous connaissez, vous m'avez dit tout à l'heure, Saint-Malo. Voilà, absolument. Saint-Malo, le port, il est carrément au bord des remparts. Il est à 500 mètres des remparts, donc de toute la population. Donc, résultat des courses, on a quand même, en tant qu'opérateur de transport de passagers et dans ce métier-là, une responsabilité sociétale qui est sans doute un peu supérieure à celle des cargos. Donc, nous avons investi comme ça. Les 2 derniers qui sont rentrés, ça a été là.
pour moi, l'année 2025, c'est un bonheur, puisqu'on a reçu 2 bateaux neufs. Pour un armateur, c'est quand même... Ouais, Alors, pour le coup, ce sont des bateaux dual électriques. Le temps de construction... faut compter un peu plus de 24 mois. Voilà, entre la commande. Donc, ce sont des bateaux dual électriques. Donc, ils ont toujours des moteurs principaux au gaz naturel liquéfié, mais ils ont une capacité de stockage électrique. Donc, aujourd'hui... Dans les ports ou les choses comme ça, peut-être pour les manœuvres... Pendant 2 heures. Le bateau, il approche de la côte, il arrête ses moteurs diesel, et il arrivera sur l'électricité. Donc, c'est ça, évidemment, ce que je viens de dire, hein, c'est-à-dire les nocives pollutions santé publique n'existent plus. Et une deuxième avancée technologique, si on veut, pour les riverains, il n'y a plus de bruit. Ouais, c'est sûr, c'est plus agréable. La définition des moteurs, un moteur comme le bateau du Pont-Aven, 47 000 chevaux, quand vous le mettez en route, et même pendant l'escale, comme les groupes électrogènes tournent. En plus, c'est compliqué parce que c'est des gros bateaux. C'est ça. Voilà, la grosse difficulté du transport maritime, c'est que, évidemment, nous sommes des transporteurs de masse. Bien sûr. Il n'existe aujourd'hui pas de technologie pour remplacer un moteur de 15 000 chevaux. Absolument. Le système de voile, etc., qu'on rajoute, n'est pas envisageable sur ça ne fait que diminuer l'empreinte carbone, comme le dual électrique. Voilà. Mais ça ne peut pas résoudre la totalité de l'émission. L'Organisation maritime internationale, l'OMI, qui régule, a mis en place un système mondial de tarification carbone qui entrera en vigueur en 2027. Oui. Mais on y est déjà soumis puisqu'on est à l'ETS européen. D'accord. Donc depuis 2024, 1er janvier 2024. Pour vous, c'est contraignant, ça a un impact sur... écoutez, sur la tarification. C'est contraignant, oui, c'est un impôt. Donc, je veux dire, maintenant, ça nous oblige à trouver des solutions pour éviter d'en payer moins. Solution, le dual électrique, le GNL, puisque le GNL aussi émet 17% de CO2 en moins que le fuel. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme je dis, aujourd'hui, la difficulté des entrepreneurs qui engagent ces réformes, et comme Brittany Ferries, c'est d'arriver à, quelque part, en récupérer la valeur par le biais de notre billetterie, c'est-à-dire de rétrocéder, quelque part, nos investissements qui sont plus coûteux, donc qui impactent sur nos coûts de production vis-à-vis sur nos clients. Et là, ça devient plus compliqué. Pourquoi ? Parce que les mesures environnementales que nous avons engagées du fait des réglementations qui nous poussent, elles sont tombées en livraison quasiment en même temps que les crises de pouvoir d'achat dans l'Union européenne. Et sur le territoire britannique, c'est la même chose. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de sortir de l'EBITDA ou des marges, si on veut, puisque quelque part on est obligé de contenir en prix et on a quand même une augmentation des coûts. Ne serait-ce que l'impôt ETS. Pour Brittany Ferries, c'est 20 millions d'euros. Le jour où la Grande-Bretagne mettra le sien en place, ce sera donc le double, puisqu'on paye que la partie européenne, donc le double, donc 40 millions, c'est 7% de mon turnover, c'est 7% de mon chiffre d'affaires, rien qu'en impôt. Donc vous voyez, c'est important, c'est difficile à répercuter, donc tout le monde doit faire des efforts, et c'est vrai que socialement, dans l'entreprise, ça pèse aussi, évidemment, puisque quelque part, nous contenons, évidemment, toutes les dépenses, et le social, qui est nous avons 3 postes de charge qui sont quasiment équivalents, c'est 1, les navires, les coûts navires, 2, les carburants, et 3, le social, c'est-à-dire les équipages. Bien sûr, parce qu'on n'emploie que des marins français. Voilà. Et justement, je voulais parler du staff Brittany Ferries. Les métiers de la mer, ça attire les femmes. Vous pensez ? Alors, il y a un peu plus aujourd'hui. Ouais. C'est très, très, très. Votre question elle m'amène à répondre de manière très, très bien. En fait, nous avons au siège. Donc, le maritime, ces métiers qui sont la planification, études et projets, nous avons plus de 70% de personnel féminin au siège. Donc, sédentaire au siège. Les escales portuaires, c'est très majoritairement des personnes féminines. Alors, c'est pas volontaire, évidemment. Et pour finir, c'est un peu moins de 30%, c'est plutôt 23-24% au niveau des personnels équipage, navigants. Et c'est un plus important sur tout ce qui est service aux clients, c'est-à-dire restauration, steward, boutique et puis bar. Par contre, sur tout ce qui est pont et machines, alors là, on est sur des chiffres qui sont pas bons du tout. Ce qui est assez embêtant parce que pour le coup, les armateurs français manquent de personnel navigant qualifié pont et machines, que ce soit en officier ou non officier. Et c'est vrai que quelque part, dans nos cellules de recrutement, que ce soit dans les écoles ou que ce soit chez nous, on s'adresse qu'à la moitié de la population. Complètement. Après, j'ai plein de questions à vous poser sur le cluster maritime, mais malheureusement, on n'a plus le temps. On va passer à la question du World Impact Summit à présent. Le World Impact Summit qui est le sommet des décideurs, justement, comme vous, qui souhaitent bâtir un avenir durable, juste après le jingle.
La question du World Impact Summit, on en a discuté hein, justement sur quelles sont ces initiatives spécifiques que Brittany Ferries a mis en place pour intégrer l'environnement au cœur de sa stratégie. Alors on a parlé du carburant et des remplacements justement de ce carburant polluant. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui sont aussi mises en place pour préserver l'environnement Bah oui, évidemment, on utilise l'IA pour le routage des bateaux. On a aussi lancé... Pour avoir la route la plus courte? Pas forcément. Non. Ben, on peut choisir de se faire porter par les courants. Donc, c'est-à-dire qu'on va potentiellement changer de route ou on va peut-être aller moins vite pendant une période pour aller chercher le bon timing du courant qui va nous porter, puisqu'on sait que, par exemple, quand on passe le chenal du Four ou bien le Ratsin, pour ceux qui n'ont jamais vu, c'est vraiment, c'est du courant, hein. C'est pas un tsunami, mais ça pousse. Ça pousse dans les deux sens, du coup, si vous êtes dans le mauvais sens. Et du coup, par contre, après, ben, on a aussi, on propose à nos transporteurs routiers une formule nouvelle aujourd'hui, puisqu'on est transporteur maritime, mais maintenant on est transporteur de véhicules industriels par le train entre la péninsule ibérique et le port de Cherbourg. Le port de Cherbourg qui dessert par ses voies maritimes la Grande-Bretagne et la République d'Irlande. Donc on continue à le faire. Et puis avec nos partenaires, on travaille beaucoup sur les anti-fouling. On vient de sortir une étude parce qu'on voulait être avec l'ADEME. On voulait très clairement et très précisément savoir si oui ou non notre stratégie GNL correspondait à ce qu'on devait en attendre. Et puis oui, bien plus que ce qu'on a, puisque la considération européenne est que on a un nain brûlé de méthane dans un moteur de 3,5%, et en fait on est à moins de 1,7% sur nos bateaux en réel, parce que justement on utilise aussi l'IA au bénéfice de maintenir le meilleur régime du bateau. C'est très technique ce que je dis, de manière à ce que la consommation soit optimisée. Ouais, en tenant compte des courants, vous disiez du vent peut-être. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est rien que la technologie de consommation, hein. C'est juste que la consommation, puisque un moteur, en fonction de la puissance, enfin du régime auquel vous allez utiliser, il va plus ou moins bien consommer son carburant. Donc voilà, on a des partenariats et on est qualifié d'un opérateur, je dirais, sérieux avec Surfrider, ONG engagée en matière donc de suivi de pollution environnementale du shipping. Et puis on a un partenariat avec l'association Orca au bénéfice donc de permettre à ces partenaires, mais pas que, ils en sensibilisent aussi nos clients puisqu'ils font des opérations de comptage de cétacés dans le golfe de Gascogne sur nos ferries et surtout avec les jeunes, c'est-à-dire continuer à imaginer, sensibiliser la population des jeunes que tout ce qu'ils font, toute leur vie a moins une influence sur le milieu. Voilà, il faut préserver les fonds. On l'a vu, il y a une grande conférence en tout cas qui dans ce but-là. Donc vous êtes sensibilisé aussi à Brittany Ferries, fait des actions aussi en ce sens. De par mon métier qui est un métier d'agriculteur, nous sommes toujours propriétaires à 72% de l'entreprise. De toute façon, les agriculteurs, ça leur échappe jamais, malgré l'agri-bashing qu'il y a quasiment quotidien de la part de certaines personnes. Attendez, il n'y a pas un agriculteur qui pense pas environnement. Mais non, il va pas détruire son outil de travail. Ça me paraît, et pour le coup, on peut très bien délocaliser une entreprise maritime, mais une exploitation agricole, c'est très compliqué. Hein. C'est même impossible d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Question d'un jeune de Centrale Supélec, présent dans quelques petites secondes. La question de Centrale Supélec, comment est-ce que vous donnez du sens au quotidien à vos collaborateurs? J'essaye de faire valoir justement ce que je viens de dire, beaucoup le fait que les actionnaires de la compagnie sont des gens qui sont accrochés à leur territoire, ils ont une image d'aménagement du territoire, ils considèrent que leur métier, ils ne vivront pas bien de leur métier, même s'ils avaient beaucoup de moyens financiers, si tout autour c'est le sinistre économique. Donc Brittany Ferries, pour le coup, est un aménagement du territoire qui a différentes missions. Il y a d'abord les portuaires. Nous nourrissons le port quelque part de nos services. On nourrit tout le tourisme de l'Ouest français par le biais des clients britanniques qui viennent s'additionner aux autres voyageurs pendant les saisons estivales ou autres sur ces destinations fortement prisées. Aujourd'hui, faut s'imaginer que le sud de la Bretagne est fortement prisé parce que la température et le changement climatique. Voilà. Donc, j'essaye de faire valoir ça auprès de mes collaborateurs. Alors, je le fais un peu avec l'exercice qu'on fait maintenant par le fait de messages vidéo qu'ils peuvent voir et revoir. Il y aura des piscines à bord des Brittany Ferries. Pardon, je plaisantais. Il y aura des piscines à bord des Brittany Ferries. Il y a 2-3 bateaux qui sont équipés de piscines, mais c'est pour les enfants.
C'est juste pour les enfants. Les adultes ne sont pas forcément autorisés. Donc maintenant, voilà, c'est surtout faire en sorte que les gens comprennent bien que cette entreprise est très particulière. Elle n'est pas comparable. Nous avons eu des difficultés de recrutement à la sortie de la crise 2022, de crise Covid, donc en 2022. Mais en fait, depuis, c'est ça qui est quand même assez formidable sur les développeurs. On n'est certainement pas l'employeur le plus riche et permettant de développer les rémunérations les plus élevées. Mais par contre, en matière de recrutement, on n'a pas autant de soucis que les autres. Oui, vous attirez. Et ça, alors qu'on est complètement excentré des grandes agglomérations qui pourraient nous apporter beaucoup plus de candidats. Voilà. Et en tant que dirigeant, lorsqu'on change de DSI, de directeur financier, parce que la personne qui était en charge est partie, il faut attirer des talents. Et voilà, il se trouve que Roscoff, la Bretagne, ça attire aussi des talents, contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec des salaires évidemment qui n'ont rien à voir avec les grandes agglomérations françaises. Mais une qualité de vie en tout cas qui est là. Merci beaucoup, merci Jean-Marc Rouet. On va passer à la question de l'hémicycle à présent, question un peu plus politique, on va le voir juste après le jingle. La question de l'hémicycle, alors c'est vous qui allez peut-être poser des questions, faire un constat. Vous avez 1 à 2 minutes, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale pour interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent. C'est à vous, face caméra. Je dis, depuis un moment, j'ai eu la chance d'être président d'Armateurs de France et ma formule était de dire le shipping n'est pas un problème, le shipping est la solution. On a une solution autour de la France, puisque la France a la chance d'être baignée par trois grandes mers, la mer Méditerranée, l'Atlantique et la Manche, mer du Nord. Et en fait, on peut organiser tout un schéma de décarbonation du transport par cet outil, cette infrastructure qui ne coûte rien à personne. Les ports existent, donc ne détruisez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Autrement dit, toute l'idée qui est de dire que finalement, la vision qu'on peut avoir du géant du transport maritime français est l'image du transport maritime en France, pas du tout. La preuve en est, CMA-CGM est le plus gros transporteur français du maritime. C'est et le deuxième, c'est Brittany Ferries. Or, Brittany Ferries, ce sont 1800 agriculteurs qui en sont propriétaires, donc ça n'a rien à voir. Et la grande majorité des entreprises qui sont ensuite toujours armateurs de France, armateurs français, ce sont souvent des entreprises familiales. Donc on n'est pas du tout dans le cliché dans lequel on nous classe, et pour le coup c'est assez impactant puisque les ambitions politiques qu'il peut y avoir sur notre métier nous amèneraient à mon avis à un sinistre, puisque quelque part ces entreprises familiales comme Brittany Ferries ne résisteraient pas à l'érosion des dispositifs de soutien à la flotte de commerce. Merci beaucoup. On a bien compris le message. Alors, on est un peu dans la même problématique que les agriculteurs. Ne faisons pas du maritime bashing, comme on peut le faire pour les agriculteurs. C'est pas du maritime bashing, c'est des mauvais messages, en fait. Honnêtement, madame, c'est une connerie de Bercy. Oui. Monsieur Bruno Le Maire a laissé passer une note de ses services sur la non-recette fiscale suite au résultat de CMA-CGM. Elle est toujours à 5,3 millions, sauf que c'était sur un exercice 2022. Il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts. Il y a un peu de vague qui a aussi tapé sur les falaises. Donc j'ai envie de dire, on est toujours sur ce spectre-là. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Les chiffres sont complètement démontés. Mais... Vous allez sur les bons chiffres au bon moment, en fait, et arrêtez de donc, bien connaître les... Mais c'est de sa faute, en fait. Il l'a fait exprès, en plus. Voilà. Donc, et aujourd'hui, ça nourrit la classe politique, donc c'est toujours cette niche fiscale des armateurs, cette niche fiscale des armateurs. Alors qu'on cherche de l'argent, effectivement. Merci beaucoup. Restez en place. Pardon. Jean-Marc Rouet, je vous dis au revoir quand même. Oui. Merci beaucoup en tout cas d'avoir eu ce franc-parler dans notre émission. Merci à vous pour votre fidélité et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Kenavo. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui chaque jour leur donne envie de se battre et de réussir.